J'étais tellement réjoui. J'étais tellement convaincu, satisfait. J'étais tellement habité par ce qui a été dit par le président Tiani qu'il me fallait prendre le temps de descendre de ce piédestal de vérité monumentale pour être capable de vous proposer un décryptage ce lundi, 2 juin 2025 au soir. J'ai écouté, depuis hier dimanche, j'ai écouté 4 fois la totalité de cette interview. L'interview dure 3 heures et 22 minutes. Vous imaginez, pour l'écouter 4 fois, il faut donc faire pratiquement 13 heures, plus de 13 heures de temps à l'écouter, pour être sûr qu'on a bien compris, pour être imprégné et imbibé de ce que le président Tiani a dit. L'interview est d'une telle richesse que je me suis même demandé, mais alors, toi, analyste politique, qu'as-tu à dire de plus? Le président Tiani a tellement été pédagogique. Il a été d'une patience, d'une précision millimétrée. Le président Tiani a été d'une telle érudition pendant cette interview que quand vous venez en présenter le décryptage, vous avez une tâche extrêmement compliquée. Comment mieux dire ou comment expliquer ce qui a été clarifié? Peut-on faire plus clair que clair? Toute personne qui comprend les langues françaises, Hausa ou Zarma, et qui a écouté le président Abdourahmane Tiani a appris en 3 heures et 22 minutes, plus qu'il n'aura appris en lisant tous les livres publiés chez nous au Niger sur la crise africaine. Oui. Il faut reconnaître la difficulté du travail de l'analyse politique quand vous avez affaire à un orateur qui a entièrement traité le sujet. Mais, vous le savez, le docteur d'épreuve étant considéré par les Africaines et les Africains comme l'un de leurs meilleurs analystes politiques de tous les temps, pendant que je rentrais d'Angleterre en passant par les tracasseries traditionnelles de la police française, des aéroports qui, à l'aller, me mettent toujours en garde à vue, retiens mon passeport, je ne sais pour voir quoi. Au retour, fait la même chose. Pendant même que je passais par cette tracasserie devenue usuelle sous la dictature macronienne, ici en France. Mon cœur était réjoui d'avoir dans une oreillette de mon iPhone le président Abdourahmane Tiani en train de délivrer une compréhension experte, une compréhension précise, une compréhension mesurée, une compréhension lucide, une compréhension courageuse de la déstabilisation que connaît le continent africain. Je ne vais donc pas vous refaire, pour ainsi dire, le compte rendu de l'interview du président Abdourahmane Tiani par notre frère, l'excellent Abdoulaye Tchemogo. Non. Ce que je propose, c'est de vous dire comment moi j'ai compris le président Tiani. Parce que, normalement, tous et chacun ici, nous avons peut-être déjà fait l'effort d'écouter l'interview, d'entendre l'interview. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de le faire. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, Franklin Yabsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, j'ai republié l'interview parmi les commentaires. Sur ma chaîne Facebook, Franklin Yamsi, vous avez la totalité de l'interview. Et si vous voulez aller à l'original, allez sur la chaîne, la RTN, Radio-Télévision du Niger. Vous avez les versions en français, en Hausa et en Zarma de l'entretien du chef de l'État nigérien avec les journalistes de la Radio-Télévision nationale. Vraiment, il est important à tout Africain, important pour toute Africaine, pour tout Africain, d'avoir au moins une fois entièrement écouté cette interview. Cette interview est un acte de délivrance. C'est un exorcisme politique. C'est une dépossession du pouvoir du mensonge, de la ruse et de la violence. Pouvoir qui a maintenu les Africains dans les ténèbres pendant plusieurs décennies et dont il faut extirper chacune et chacun d'entre nous. Donc, je ne vais pas vous faire le résumé de l'interview. Ce n'est pas cela qui est important. Je vais vous dire comment j'ai compris le président Tiani. Alors, comment je l'ai compris? Je le comprends à partir d'un plan en 7 points. 7 points essentiels. Comment je comprends le président Tiani? D'abord,
En écoutant cette université de sciences politiques à ciel ouvert, j'ai été attentif à la méthode utilisée par le chef de l'État nigérien. Sa méthode. C'est important que les Africains maîtrisent la méthode. La méthode du président Tchiani là. Il faudrait que toute personne qui veut exercer des responsabilités locales, municipales, législatives, des responsabilités publiques importantes, voit la méthode utilisée par le président Tchiani, qui est une méthode à recommander pour tout dirigeant authentique, c'est-à-dire tout véritable serviteur de son peuple. Je parlerai donc d'abord de la méthode, pour que ceux qui ont suivi l'interview, regardé l'interview, repensent ce qu'ils ont vu. Le deuxième sujet que je vais aborder, c'est la logique de l'ordre par le chaos, caractéristique de l'hégémonie occidentale. Cette logique nous a été décryptée par le président Tchiani. Ce sera la deuxième partie de mon analyse. Comment l'Occident a construit son hégémonie sur la planète par la méthode de l'ordre par le chaos. Le président Tchiani nous en a donné un panorama d'une telle vivacité qu'on se demande quand est-ce que le militaire de terrain, 40 années sur tous les fronts, pour la défense de sa patrie, a eu le temps d'ingurgiter autant d'histoire, de sciences et d'actualité politique. Troisième moment de notre exposé. Le président Tchiani, je l'ai vu nous enseigner la géostratégie de la déstabilisation africaine. Nous faire comprendre ce que le chef d'État qu'il est, le général d'armée qu'il est, sait. La géostratégie de la déstabilisation de l'Afrique. Le président Tchiani l'a décrit d'une manière telle que il faut être du diable pour sortir des 3h22 de cette interview en étant encore sous l'emprisme de la théorie de l'islamisme, de la théorie du djihadisme, de la théorie, pour ainsi dire, que la communauté internationale a inventée pour enfumer les Africains et l'opinion internationale sur les véritables enjeux de la déstabilisation de l'Afrique. Le quatrième point qui m'a paru fondamental à examiner dans cette interview du président Abdourahmane Tchiani, c'est l'analyse patiente de l'hostilité de l'oligarchie politique française, l'élite de gouvernement français, contre l'alliance des États du Sahel. Le président Tchiani nous a décrit cette hostilité avec une telle patience qu'il nous a fait entrer dans l'âme du racisme, dans l'âme du colonialisme, dans l'âme du néocolonialisme et de l'impérialisme français et occidentaux. Il nous y a fait entrer par la grande porte. Nul véritable auditrice, auditeur de la grande interview du président Tchiani sur la RTN ne pourra ignorer la nature et bien de la bête. Le cinquième sujet sur lequel le président Tchiani a retenu mon attention, ce sont les tensions critiques avec les partenaires chinois, et notamment les indices qui ont été donnés sur leur duplicité. Le sixième sujet par lequel le président Tchiani a touché notre cœur, c'est sa manière humble, modeste, d'aborder la problématique agro-pastorale dans son pays, le Niger. Comment s'assurer que le Niger est en marche vers une authentique autosuffisance alimentaire? Comment s'assurer que le Niger est en marche vers une capacité de faire face aux catastrophes naturelles? Comment s'assurer que le Niger est en marche vers l'amélioration constante du niveau de vie de ses populations? Et enfin, septième sujet, j'ai été touché par la puissance émotionnelle de la conclusion de l'interview du président Tchiani et les appels. J'en ai noté 5 qui ont été formulés dans la conclusion de cette interview. Et en réalité, il est important de rappeler ces appels, car comme le rappelle le président Tchiani, qui est imbibé de l'ésotérisme théologique musulman, le rappel sauve l'âme. Mes chers amis, voici donc le programme de ce décryptage. Si ce programme vous agrée, partagez cette émission. Faites un tour de partage. Nous commençons sans plus tarder avec le premier point.
président Abdourahmane Tiani commence toujours ses prises de parole par une invocation de Dieu créateur. Et il finit toujours ses prises de parole par une invocation de Dieu créateur. On pourrait se demander pourquoi il fait cela, puisqu'il est à la tête d'un État qui n'est pas une théocratie. Il est à la tête d'un État qui assume une certaine laïcité. Pourquoi fait-il cela? Commençons par ce point-là. En fait, il le fait, non pas parce qu'il considérerait que tous les musulmans, tous les Nigériens sont nécessairement musulmans, ni même que tous les Nigériens seraient nécessairement chrétiens, ou que beaucoup de Nigériens seraient plutôt des traditionnalistes africains. Non, le président Tiani le fait parce que sa nature profonde, c'est qu'il croit en Dieu. Si le président Tiani était né dans un pays juif, il serait un juif croyant. S'il était né dans un pays chrétien, il serait un chrétien croyant. Un authentique chrétien croyant. Comme il est né dans un pays musulman, c'est un musulman authentiquement croyant. Il assume sa foi, sans complexe. Ce qui est une manière de montrer comment en Afrique nous vivons la religion. Nous ne vivons pas la religion comme quelque chose qu'on doit cacher, comme quelque chose qu'on doit redouter. Nous vivons la religion comme quelque chose qu'on doit tranquillement affirmer, sans la prétention d'imposer son point de vue aux autres. La religion fait partie de notre vie. La vie africaine est une vie imbibée de religiosité. D'ailleurs, dans la tradition africaine, il est inimaginable qu'une créature se prenne pour le créateur. Le président Tiani a cette éducation. Pas simplement une éducation de musulmans. Dans un pays qui est musulman depuis 666, il nous l'a rappelé. 40 ans après le début de l'hégire, il y avait déjà l'islam au Niger. Non, il n'est pas seulement musulman. Le président Tiani est africain. Nous, les Africains, nous appartenons à une tradition qui reconnaît que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Les Africains de tradition savent qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Le président Tiani a même rappelé que toutes les civilisations qui dominent le monde depuis, mettons, 3000 ans, sont des civilisations qui ont hérité de la grande civilisation africaine. Et la grande civilisation africaine était une civilisation traditionnelle. Elle existait avant le judaïsme. Elle existait avant le christianisme. Elle existait avant l'islam. Et dans les langues africaines qui sont encore vivantes aujourd'hui, il y a toujours un mot pour appeler Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur de tous les êtres. On a menti sur l'Afrique en disant que la tradition africaine était polythéiste. Il n'y a pas de polythéisme en Afrique. Ce qu'on a appelé polythéisme, c'est une mauvaise compréhension de la déclinaison des différentes manifestations de la divinité. Toute la tradition africaine affirme l'existence d'un Dieu unique, principe fondamental, créateur de toutes choses. À l'origine de tout ce qui est, il y a toujours l'être suprême. Il n'y a aucun système traditionnel africain qui pose plusieurs êtres au fondement de l'être. Le monothéisme est d'origine africaine. Je voudrais qu'on comprenne très bien que la religiosité, la confiance dans le Créateur est un élément fondamental de la civilisation africaine. Nous autres Africains n'avons pas attendu d'être juifs. Nous n'avons même pas attendu d'être chrétiens ou d'être musulmans pour savoir qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Nous le savions avant tout le monde sur la terre. Toutes les religions qui sont nées sur la terre sont venues de chez nous. Car nous sommes la première et plus grande civilisation de l'humanité. Le président Abdourahmane Tiani, qui est un grand lecteur des travaux du brillant anthropologue, égyptologue, physicien, mathématicien sénégalais, le professeur Cheikh Anta Diop, a clairement indiqué cela pour rabattre le caquet aux mythologues de l'Afrique sans histoire, de l'Afrique sans écriture, de l'Afrique à la remorque des autres civilisations, de l'Afrique sans cerveau. Pour penser une Afrique sans histoire, une Afrique sans écriture, une Afrique sans cerveau, il faut être un inculte, comme Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha. Pour venir en plus dire cela, en pleine université Cheikh Anta Diop de Dakar, il faut vraiment, très clairement, avoir un trouble cérébral. Le président Tiani a donc une religiosité qui, pour nous, Africains, est quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de normal. Parce que les Africains, qui sont le plus ancien peuple au monde, savent qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes.
Et l'une des responsabilités de l'Africain, où qu'il vive sur la terre, c'est de transmettre la piété. L'humilité de la créature face au Créateur. Nous ne sommes tous que des créatures. Et il n'y a de Dieu que Dieu. C'est une thèse élémentaire de la sagesse africaine. Donc le président Tiani commence par là et il finit par là. Pour rappeler à ses compatriotes, aux Nigériennes et aux Nigériens, qu'ils ne se croient pas supérieurs à eux, mais qu'ils se sentent investis de leur confiance et de la protection divine pour accomplir la vérité et la justice pour son peuple. C'est pour cette raison que le président Tiani place toujours ses interventions publiques sous l'axe du divin. Il se place sous la verticalité de l'inspiration transcendante. Et ce qu'il dit, c'est-à-dire ce qu'il projette horizontalement, doit venir de l'axe. Et c'est ce qu'on appelle une parole orthogonale, une parole qui est d'équerre. Voilà l'effort. C'est cet effort que nous voyons au Mali. Quand le président Goïta ou le premier ministre Abdoulaye Maïga parle, nous voyons la parole droite descendre et puis se répandre. C'est cet effort que nous voyons au Burkina Faso. Quand le président du Faso, Ibrahim Traoré, ou son premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, parle, nous voyons descendre une parole qui respecte les hiérarchies célestes et qui se manifeste sous la terre par la libération de l'homme, par le face-à-face de l'homme avec l'homme. Je tenais à insister sur cette dimension sacrée et sacrale de la parole tianienne. Maintenant, commençons avec le chapitre 1, la méthode. Quelle est la méthode du président Tiani? Le président Tiani qui a fait des études de lettres. Nous sommes tous détenteurs d'un baccalauréat qui n'existe plus ici en France, mais qui existe encore en Afrique. Le baccalauréat A4. C'est un baccalauréat qui est écrit baccalauréat de philosophie-lettres. Et celui qui a fait sa classe de philosophie, notamment la classe de A4, où on a un programme de philosophie à 8 heures, a nécessairement caressé les doctrines et les théories philosophiques, au moins jusqu'à un certain point. Le président Tiani utilise une méthode particulière pour exposer ses idées. Cette méthode a été révélée par une citation qu'il a utilisée. C'est une citation d'Emmanuel Kant, le philosophe allemand, qui a vécu au XVIIIe siècle. Et cette citation dit « La théorie sans pratique est inutile. La théorie sans pratique est inutile. Parfois on dit elle est vide. Et la pratique sans théorie est aveugle. » C'est Kant, Emmanuel, qui a dit cela au XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Emmanuel Kant, ce philosophe allemand, voulait arbitrer deux écoles qui se combattent depuis l'Afrique jusqu'à la Grèce et même partout dans le monde, dans tous les continents. Il y a deux écoles qui se combattent pour décrire comment nous connaissons, pour décrire le processus de la connaissance. Comment un être humain connaît. Comment tu fais pour connaître? Il y a deux écoles en philosophie qui s'affrontent, quel que soit le pays concerné, quelle que soit l'époque de l'histoire concernée. Il y a d'une part l'école idéaliste qui dit que la connaissance est en nous. Que quand nous naissons, Dieu, la nature ont déjà placé en nous, dans notre cerveau, dans notre esprit, l'essentiel des structures qui nous permettront de connaître. Donc, c'est la théorie de l'idéalisme. Nous possédons en nous les idées. Et l'idéalisme, quelque part, affirme que la connaissance est innée, que c'est héréditaire, qu'on naît avec. Dans la tradition philosophique occidentale, les grands idéalistes sont des auteurs comme Platon ou Descartes, qui estimaient que l'homme peut connaître en réfléchissant sur sa réflexion. L'homme peut même fermer les yeux, et en réfléchissant sur sa réflexion, l'homme peut connaître. Voilà la vision de l'idéalisme. Et il y a un exemple célèbre qui est donné dans un dialogue de Platon. Platon élève des Africains. Il y a un exemple célèbre qui est donné dans un dialogue de Platon, intitulé Ménon. Dans cet exemple célèbre, Socrate va visiter un de ses amis qui s'appelle Ménon. Et ils se mettent à discuter pour savoir si, est-ce que quand nous naissons, nous sommes déjà bons? Ou est-ce que nous devenons bons
sous l'effet de l'éducation. Le dialogue porte sur la vertu. Est-ce que l'homme naît étant déjà vertueux ou est-ce que c'est parce qu'on l'éduque que l'homme apprend à distinguer le bien et le mal, le bien du mal et à faire plutôt le bien? Mais non, dit, mais c'est clair que ce sont nos parents, nos professeurs, nos imams, nos rabbins, ce sont nos maîtres, nos hommes politiques qui nous ont appris à distinguer le bien du mal. Sinon, à la base, quand nous naissons, nous sommes de vilains animaux qui, à la première occasion, tirent la couverture de leur côté. Et Socrate décide de démontrer que ce n'est pas vrai. Que la véritable connaissance, elle est intérieure. Et que, pour connaître, il faut simplement se souvenir de ce qu'on sait déjà. Alors, il y a un esclave qui traîne par là, parce que les Grecs avaient des esclaves dans l'Antiquité. L'esclave de Ménon qui traîne par là, Socrate lui demande de venir. Et Socrate va demander à cet esclave de résoudre un problème de géométrie, qu'on appelle le problème de la duplication du carré. Et l'esclave va trouver la solution. Il a un peu été aidé par Socrate quand même. L'esclave va trouver la solution, et Socrate va pouvoir donc démontrer à son ami Ménon que la connaissance est innée. Ça, c'est la théorie idéaliste. Alors, face à la théorie idéaliste, il y a une école toujours pas d'accord. On les appelle les empiristes. Les empiristes, ce sont des philosophes, qu'ils soient africains, asiatiques, américains ou européens, qui estiment que la connaissance provient de l'expérience. On ne naît pas avec la connaissance. On acquiert la connaissance au fil des expériences. Le mot empirisme, E-M-P-I-R-I-S-M-E, vient du mot grec empiria, qui veut dire expérience. Et donc pour les empiristes, lorsque nous naissons, notre esprit ressemble à une feuille vierge, à une page blanche, sur lesquelles l'expérience vient inscrire des informations. Donc pour les empiristes, la connaissance est totalement acquise. Alors que pour les idéalistes, la connaissance est totalement innée. Les empiristes ne manquent pas d'expliquer que je parle français parce que j'ai appris à parler français, je parle Haoussa parce que j'ai appris à parler Haoussa. Quand un bébé naît, il ne peut pas encore compter, on lui apprend à compter. Souvenez-vous des tables de multiplication qu'on nous a apprises, parfois avec des punitions. Les récitations qu'il fallait apprendre par cœur. C'est comme ça qu'on a acquis des connaissances. On a acquis des connaissances par l'expérience, par l'apprentissage, par l'acquisition. Donc ça fait deux écoles opposées qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. D'un côté, les idéalistes, représentés par un Platon, un Descartes dans la tradition occidentale. De l'autre côté, les empiristes, souvent représentés par deux philosophes britanniques, ici en Occident, qu'on appelle John Locke et David Hume. Alors, la question c'est, où se situe le président Abdourahmane Tchani? Le président Abdourahmane Tchani se situe dans une école intermédiaire entre ces deux positions. Puisque sa citation, référant à Kant, qui dit « La théorie sans pratique est inutile, la pratique sans théorie est aveugle ». Elle consiste à dire que il y a un peu de ce qui est inné, intérieur, héréditaire dans la connaissance, mais il y a également un peu de ce qui est acquis, ce qui est tiré de l'histoire dans la connaissance. La connaissance est un mix. C'est une association de la théorie, ce que nous pensons dans notre esprit, avec l'expérience, ce que nous vivons dans la vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.